Dans les premiers mois de 1943, l'armée américaine était sous le choc de sa première rencontre désastreuse avec les forces de l'Axe en Tunisie. La bataille du Kasserine Pass avait été un réveil dévastateur, laissant plus de 5000 victimes américaines et la réputation de l'armée en lambeaux. Le scepticisme régnait parmi les rangs alliés, avec des questions tourbillonnant sur la capacité des troupes américaines inexpérimentées à combattre contre les Allemands aguerris. Avance rapide jusqu'en mars 1943. Et le décor était planté pour la rédemption près de la ville tunisienne d'El Guettar. La première division d'infanterie américaine, mieux connue sous le nom de Big Red One, se préparait à une attaque critique contre les défenses de l'Axe, mais les Allemands avaient leur propre plan. La 10e division blindée, aguerrie au combat, armée de puissants chars et de troupes expérimentées, lança une attaque surprise, menaçant de réduire les Américains en miettes avant qu'ils ne puissent commencer leur offensive. Ce qui suivit fut un engagement féroce et décisif. Au cœur de cette confrontation se tenait le 601e bataillon de destruction de chars, une unité déterminée à prouver que Kasserine n'était pas la fin, mais un commencement, une leçon apprise dans le sang et le feu. El Guettar devint la scène de la première grande victoire blindée de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, une victoire qui fit taire les doutes et prouva que les Américains étaient prêts à mener le combat contre les puissances de l'Axe. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans la bataille féroce d'El Guettar et les stratégies qui ont conduit à cette victoire alliée décisive suite à la défaite catastrophique au Kasserine Pass. Le général Dwight D. Eisenhower agissait rapidement pour réformer le commandement du 2e corps en mars 1943. Il a renvoyé le major-général Lloyd Fredendall, dont le commandement inefficace avait été largement critiqué, et l'a remplacé par le dynamique lieutenant-général George S. Patton, qui avait prouvé son leadership lors de la libération de Casablanca au Maroc en novembre 1942. La première mission du 2e corps réformé était une offensive de diversion, visant à détourner l'attention de l'axe de l'assaut prévu du général britannique Bernard Montgomery le 10 à 9 mars sur la ligne de Marès, dans le sud-est de la Tunisie. Pour l'offensive, Patton prévoyait d'envoyer la première division d'infanterie du major-général Terry Allen vers le sud depuis Feriana pour attaquer et tenir Gafsa, à environ 45 miles de distance, lorsque Patton remarqua qu'un des régiments d'infanterie d'Allen manquait de soutien anti-char. Il ordonna à Allen de remédier à la situation. Répondant à cet ordre, Allen sélectionna le 601e bataillon de destruction de chars pour fournir le soutien anti-char nécessaire. Les Italiens de la division Santoro défendaient la zone autour de Gafsa et d'El Guettar cependant. Au printemps 1943, l'armée italienne était largement démoralisée. Le 10 à 7 mars, la première division d'infanterie et le 601e capturèrent Gaza sans résistance. Encouragé par cette victoire facile, Patton ordonna au major-général Allen de capturer El Guettar. La ville, située sur une route clé entre Gafsa et Gabs, offrait un point de vue stratégique. Le 601e bataillon de destruction de chars, commandé par le lieutenant-colonel H.D. Baker, était principalement équipé du véhicule de transport de troupes M3. Ce véhicule, un M3 à demi-chenille converti armé d'un canon français de 75 mm, avait été initialement conçu comme une solution temporaire pour l'entraînement, mais avait vu le combat durant l'opération Torch et au-delà, tandis que son canon pouvait pénétrer 3 pouces d'armure à 1000 yards. L'armure fine du M3 et le compartiment d'équipage ouvert le rendaient vulnérable à l'artillerie et aux tirs de flanc de plus. Le 601 avait quelques M6 GMC, des camions de 3/4 de tonnes montés avec des canons anti-chars de 37 mm obsolètes. Ces véhicules étaient légèrement blindés et mal adaptés au combat de première ligne, souvent relégués à des positions arrière, plus sûrs d'ici le 23 mars 1943. Le 601 a déployé 30 et un M3 en état de marche et 5 M6 de leur complément d'origine, avec des pertes subies lors d'engagements antérieurs, divisées en 3 compagnies A, B et C. Le bataillon comprenait également des unités logistiques et de reconnaissance pour soutenir ces opérations. Le 601e bataillon de destruction de chars était positionné au nord de la route principale. Pour protéger 2 bataillons d'artillerie déployés en avant, le lieutenant-colonel Baker a stationné les compagnies B et C devant l'artillerie, tandis que la compagnie A prenait un point de vue sur la colline, surplombant la route des pelotons de reconnaissance, formait une ligne de poste avancée. Devant les compagnies B et C, soutenues par 2 M3 GMC et plusieurs M6 GMC, avec ses positions établies. Le bataillon semblait prêt à continuer l'avancée prévue. Les Allemands, cependant, étaient préparés et ont frappé en premier, reconnaissant la menace d'une avance alliée le long de la route nationale. 15, ils ont lancé une attaque préventive. Avec la 10e division blindée, malgré un effectif réduit, la division déployait 57 chars. Et un nombre similaire de véhicules blindés légers, y compris des demi-chenillés et des voitures blindées. Cette force était soutenue par de l'infanterie.
de l'artillerie et quelques moyens aériens en faisant l'une des unités de l'Axe les plus redoutables restantes en Afrique du Nord. Cette formation de chars allemands comprenait plusieurs variantes, notamment le redoutable Panzer 4G armé d'un canon long, 75 mm, capable de percer n'importe quel char américain à milliards de distance. À 0445, la première indication de l'assaut allemand est apparue lorsqu'un motocycliste est tombé sur les postes de reconnaissance et a été capturé sous interrogation. Il a révélé que la 10e division blindée prévoyait d'attaquer à 0500. Le message a été rapidement relayé au quartier général de la division, donnant aux équipages de destruction de chars seulement quelques minutes. Pour se préparer à l'assaut imminent, Baker avait des inquiétudes concernant ses déploiements, qui étaient principalement conçus pour défendre l'artillerie contre l'infanterie et non contre une attaque blindée. Malgré cela, il a décidé de maintenir ses positions. La route forçait les panzers dans les zones de tir des compagnies A et B, tandis que le terrain marécageux près du lac Salé restreignait le mouvement blindé. Maintenant, les véhicules à portée, si les Allemands viraient au nord, la compagnie C serait prête à engager. N'ayant pas le temps de se repositionner, Baker devait faire confiance à son dispositif défensif. Quelques minutes plus tard, la ligne de poste avançait. Détectait le son de véhicules blindés approchant du sud-est, s'efforçant de voir à la lumière de la lune. Les Américains aperçurent 6 chars allemands avançant avec plusieurs centaines d'infanterie en soutien gardant leur feu. Jusqu'à ce que l'ennemi soit à seulement 200 yards, les pelotons de reconnaissance déchaînèrent une pluie de feux de mitrailleuses. Sur l'infanterie soutenue par les M6 JMC, tirant des projectiles à balles et des munitions perforantes, tandis que l'infanterie allemande subissait de lourdes pertes. Les chars avançaient imperméables aux armes légères, utilisant des tirs traçants de leurs mitrailleuses coaxiales. Les soldats expérimentés du corps d'Afrique ont ciblé les véhicules américains et les ont visés avec leurs canons principaux. 2 demi-chars américains ont rapidement été détruits, submergeant les pelotons de l'avant-poste qui se sont repliés en menant 2 actions de retardement avant de se retirer vers la compagnie. Une position sur le versant de la colline, le 3e peloton de la compagnie B, positionné près de l'autoroute, a été le premier à engager les chars allemands avancés. Le commandant du peloton a décrit le moment avec vivacité. Dès que l'ennemi s'est clairement détaché contre la ligne d'horizon, j'ai donné l'ordre de tirer. Mes canons ont immédiatement ouvert le feu sur l'ennemi. Les chasseurs de chars M3 GMC ont tremblé alors que leurs canons de 75 mm rugissaient. Réussissant à infliger des coups critiques malgré leur vulnérabilité, un véhicule a rapidement neutralisé 2 panzers tandis qu'un autre ciblait un groupe de chars à proximité, tirant 5 obus perforants bien visés. L'équipage a détruit au moins 2 autres véhicules ennemis. Ralentissant l'avancée de l'Axe, cette résistance initiale a donné le ton à la bataille féroce, qui a suivi alors que l'aube se levait sur l'horizon et la force allemande a divisé son attaque. Une partie de la force s'est détournée pour engager les positions des compagnies B et C, tandis que le groupe principal, composé de 30 chars, poussait le long de l'autoroute vers El Jetar. Dans le chaos de la bataille, les Américains ont estimé à plus de 100 chars allemands. Dépassant de loin la force réelle de la 10e division blindée, de tels jugements erronés étaient courants au milieu de la poussière, de la fumée et de la pression mentale du combat ou des voitures blindées. Des demi-chars ou même des camions pouvaient facilement être confondus avec des chars. La force allemande avançant se détachant contre le soleil levant devait sembler énorme aux hommes des compagnies B et C. Chaque compagnie avait positionné 2 pelotons en avant, avec un en réserve, tandis que les chasseurs de chars restaient cachés derrière les 12 collines ondulantes. Les observateurs avancés dirigeaient les équipages qui se précipitaient vers les sommets des collines pour tirer sur les chars ennemis avant de se replier à nouveau dans les pentes pour éviter d'être détectés. Cela a créé un jeu mortel de chats et de souris alors que les tankistes allemands cherchaient les insaisissables chasseurs américains, tandis que l'infanterie allemande avançait à travers les collines tentant d'infiltrer les positions américaines lorsqu'ils émergeaient. Les mitrailleuses américaines, les pistolets mitrailleurs et les canons de 75 mm ouvraient le feu. Les maintenant à distance des obus d'artillerie allemands tombaient en pluie, recouvrant la zone de poussière et de fumée, qui était encore soulevée par le repositionnement constant des demi-chars. La scène a rapidement dégénéré en l'enfer du combat, les canons tonnant le bruit sec des mitrailleuses et des Thompson, les cris des blessés, tous obscurcis par la poussière et la brume. Les combats intenses forçaient les équipages de chasseurs de chars à rester trop longtemps dans une position de tir, les rendant vulnérables au feu ennemi. L'artillerie américaine positionnée derrière les unités de chasseurs de chars fournissait un soutien sporadique à l'infanterie dans les collines environnantes. Bien que leur tir d'obus fût inefficace contre les chars, cela força les forces allemandes avancées à se disperser. La force principale de l'axe de 30 chars se dirigeait vers El Jetar le long de l'autoroute 15, passant devant les compagnies B et C et s'approchant de la portée de la compagnie A.
Les équipages de chars allemands apercevant les Américains ont appelé un barrage de fumée pour obscurcir leurs mouvements et forcer les Américains à ouvrir le feu à une portée extrême malgré les ordres de Baker pour que la compagnie A engage les Allemands avancés. Leur puissance de feu lourde a rapidement contraint l'armement allemand à chercher refuge vers le sud dans un terrain marécageux et un champ de mines, ralentissant leur avance et forçant un retrait. La capacité des Allemands à récupérer leurs chars endommagés sous le feu a impressionné Baker, soulignant une compétence tactique dont son unité manquait au moment où les chars allemands en fuite rejoignaient les attaquants restants des compagnies B et C. Lançant une nouvelle attaque, les Américains ont riposté avec férocité, le sergent-chef Shima fournissant un feu continu de mitrailleuses de 50 calibres contre l'infanterie avant-camp et les cibles de chars. Cependant, la bataille a été coûteuse pour les Américains, alors que leurs M3 restants étaient progressivement touchés, épuisant leurs munitions et forçant un retrait vers une position plus défendable. Le récit du capitaine Sam Carter capture l'intensité et la confusion de la bataille à El Guettar depuis sa position élevée. Il a été témoin des forces allemandes se déplaçant vers l'ouest à travers la vallée de la mort, un nom approprié pour la zone de combat en raison des combats intenses et des pertes élevées. Les chars allemands se déplaçaient en formation serrée, mélangés avec de l'infanterie et des véhicules blindés, les rendant vulnérables à l'artillerie et au feu des chasseurs de chars américains. Carter a noté le lourd feu d'artillerie et la destruction causée par les deux côtés. Les chars allemands sont tombés dans un champ de mines, ce qui a considérablement ralenti leur avance et a permis au 601e d'infliger de lourdes pertes avant qu'ils ne se retirent finalement. L'arrivée des chasseurs de chars M10 plus tard dans la bataille a ajouté une autre couche de puissance de feu, mais a rapidement été contrée par les Allemands qui ont pris des positions défensives hors de portée. Les observations de Carter soulignent les défis tactiques auxquels les deux côtés ont été confrontés pendant la bataille, en particulier les lourdes pertes et l'impact démoralisant sur les forces allemandes qui n'avaient pas été arrêtées auparavant par de simples tirs d'artillerie et d'infanterie. La phase finale de la bataille à El Guettar a vu les Allemands lancer une nouvelle attaque, coordonnée cette fois sous le soutien d'avions et d'un barrage d'artillerie. Lorsque l'infanterie allemande et les forces de chars restantes avancèrent, elles furent accueillies par une contre-attaque féroce du 601e avec de l'artillerie et des chasseurs de chars. Les forces américaines ont utilisé leur artillerie restante et leur puissance de feu de chasseurs de chars, avec un effet dévastateur. Déversant des obus explosifs et des tirs de mitrailleuses sur l'infanterie allemande avant-camp, les forçant à se retirer. Cette deuxième attaque allemande a été rapidement repoussée et les attaquants ont fui sous un lourd feu d'artillerie des positions américaines. À 8 heures du matin, l'assaut allemand sur les positions américaines a commencé à fléchir alors que le 601e bataillon de chasseurs de chars avait subi de lourdes pertes. Il avait infligé un lourd tribut aux panzers attaquants au nord-est de leur position. Le 3e bataillon de la 18e infanterie a réussi à repousser les grenadiers blindés et le 32e régiment d'artillerie de campagne a fourni un soutien dévastateur. Bombardant les forces allemandes par derrière le 601e alors que des renforts de la 1re division d'infanterie arrivaient, y compris un autre bataillon de chasseurs de chars et des unités d'infanterie et d'artillerie supplémentaires, les Allemands se sont retrouvés étirés. Ils avaient engagé la majeure partie de leurs forces dans leur attaque initiale, laissant peu pour soutenir l'offensive. À la mi-matinée, l'avance allemande s'est arrêtée et leurs panzers ont commencé à se retirer. Une attaque axée sur l'infanterie plus tard dans l'après-midi, soutenue par quelques chars hésitants, a également échoué à percer les lignes américaines à minuit. Les généraux Terry Allen et George Patton ont reconnu la bataille comme une victoire décisive américaine. Le 601e a joué un rôle clé dans ce triomphe, démontrant un courage remarquable face à des chances écrasantes. Leur position avantageuse a certainement contribué à leur succès, alors que l'obscurité s'étendait sur le champ de bataille. Le 601e a fait le point sur sa situation. 14 hommes ont été tués et sur les 31 M3 chasseurs de chars, qui avaient commencé la bataille 20 et 1 ont été mis hors de combat. Seulement 8 étaient réparables de plus. Un des petits M6 a été perdu, ainsi que 9 camions et 4 demi-cheniers réguliers. Plusieurs des camions avaient été touchés en se déplaçant à travers le champ de bataille. Pour livrer des munitions, les combats intenses se reflétaient dans la forte consommation de munitions de l'unité. Elle avait utilisé presque toutes ses 1844 cartouches de munitions de 75 mm en dépensant 2740, ainsi que près de 50 000 cartouches de munitions d'armes légères. Malgré ces pertes, le 601e a comptabilisé la destruction ou la neutralisation de 37 chars allemands, dont 30 attribués directement aux efforts du bataillon. Le reste était dû à des mines et des tirs d'artillerie. L'unité a également été créditée d'avoir infligé 200 pertes à l'infanterie allemande. Sur un champ de bataille chaotique comme celui d'El Guettar, les causes exactes des pertes et des véhicules détruits ne sont pas toujours claires.
Mais il n'y a aucun doute sur les contributions significatives du 601e pendant la bataille, bien que des pertes aient été subies. Et que tout ne se soit pas bien passé, la résistance du bataillon a montré sa résilience face aux meilleurs efforts du Corps d'Afrique. C'était une amélioration notable par rapport aux défaites antérieures à Kasserine, et ailleurs, leurs efforts ont été critiques. Pour réduire la 10e division blindée à seulement 26 chars opérationnels, soit la moitié de sa force par rapport au jour précédent. L'armée américaine avait en effet appris de ses revers précédents et affiché une nouvelle détermination. Bientôt, ils seraient prêts à inverser la tendance et à donner quelques leçons à leur tour.